Bon, on va pouvoir terminer le vélo. J'ai reçu tout ce qui me manquait. On va commencer par poser la tige de selle. Maintenant que j'ai reçu le beau collier Hope. Bon, on peaufinera tous les serrages et les réglages à la fin. Alors, il faut bien tenir le câble tendu et la commande en position fermée, comme ça, tac, et on serre. C'est aussi simple que ça. Bon, malgré qu'il ressort, c'est des tiges de sel qui s'arrêtent à toutes les hauteurs. Ça fait bien le boulot. C'est pas hyper rapide comme tige à la remontée, mais à la limite c'est pas plus mal, ça évite de se plaquer les couilles. Alors pour les roues, alors c'est pareil, hein, c'est des Hope, c'est des Fortus en 30 de large. Alors voilà les bêtes. Donc c'est les dernières Hope avec les nouveaux moyeux, les Pro 5. Ils n'ont pas le même bruit qu'avant. Hein. Alors il y a eu pas mal d'évolutions sur ces moyeux. Hein. Ils ont augmenté la rigidité, l'étanchéité pour un peu moins d'entretien. Et ils ont augmenté aussi le nombre de cliquets là pour avoir une meilleure transmission de la puissance dans la roue. D'ailleurs j'en ai un vieux là. Donc ça c'est un Pro 4. Donc déjà on voit qu'il est symétrique, alors que là maintenant sur les nouveaux Pro 5 le corps au milieu il est asymétrique, un peu conique. Et on voit aussi au niveau de la bague d'étanchéité là, bon bah là elle est toujours dessous, mais en plus ils ont mis une bague métallique là pour augmenter je pense l'étanchéité du tout. Et les cliquets, donc sur les anciens Pro 4, bon, on avait 4 cliquets, sur les nouveaux maintenant il y en a 6 dans les Pro 5. Donc c'est des petites évolutions qui normalement devraient bien améliorer le matériel. Par contre, hein, le fait qu'il y ait 6 cliquets et que du coup les crémaillères à l'intérieur soient un peu plus fines, le bruit de la roue libre est plus du tout le même. Hein. C'est rigolo. Alors, on va monter la cassette SRAM. Donc la Eagle, hein, en 10-52. Donc là, pour les cordes de roue libre, si le XD est sorti, c'est uniquement à cause du petit pignon de 10. Donc là on voit bien, si on regarde par dedans, on voit bien que le pignon de 10 est beaucoup plus petit que les autres. Et du coup, bah forcément, ça peut plus s'adapter sur les autres cordes de cassette qui avaient besoin d'un diamètre constant. Donc c'est pour ça que SRAM a sorti le XD, et chez Shimano, c'est ce qu'ils appellent le microspline. Donc c'est pas forcément parce que tu es en 12 vitesses que tu as des XD ou du microspline par rapport à l'hyperglide classique, c'est uniquement, principalement, hein, à cause du 10. Donc même si tu as une cassette en 11 vitesses, mais que tu as un premier pignon de 10, et ben automatiquement, chez SRAM, tu seras en XD, et chez Shimano, tu seras en microspline. Donc là c'est pareil, hein, je vais légèrement, je mets même pas de la graisse parce que c'est juste mon pinceau qui est gras, mais j'en mets un peu sur le filetage en bas pour éviter qu'avec l'humidité, les cassettes se soudent. Parfois ça arrive, hein. On s'est bien serré. Avec le temps, le pas de vis il se soude un peu et on a du mal après à la démonter. Donc, t'en mettre légèrement, c'est pas la peine c'est juste pour lubrifier un tout petit peu le pas de vis. Alors, on va poser les disques. Bon, bah comme c'est des freins Hope, hein, les disques, ce sera des Hope. Alors, pour les vis des disques, hein, on te dit bien, tu vois, 5 newtons. Donc il faut essayer de mettre 5 newtons sur toutes les vis, parce que si tu fais genre une à 4, une à 6, un peu au pif sans savoir, et ben ça peut amener à ce que ton disque il se mette à chanter, quoi, amener des vibrations.
Alors sur des disques comme là qui sont en deux parties, des disques flottants, c'est quand même plus dur d'avoir un disque qui vibre et qui chante. Mais bon, malgré tout, surtout si tu as un disque continu, c'est-à-dire tout dans la même matière, c'est hyper important de bien serrer au même couple si tu veux éviter, enfin, c'est pas forcément ça qui va te générer un bruit sur les disques, mais ça fait partie des choses qui peuvent faire que ton disque se mette à chanter. Alors, il va falloir préparer les jantes pour le tubeless. Donc avec les jantes Hope, hein, tu as la valve et tu as le fond de jante qui est fourni. Et tu as même le petit papier sympa pour dégraisser. Moi je suis pas très fan de ces fonds de jante un peu rigides là. Ça a vite tendance je trouve à se décoller, c'est pas si facile que ça à poser. Je préfère quand même les fonds de jante qui ressemblent plus un peu à du gros scotch, là bien souple, c'est beaucoup plus simple à poser. Alors ça c'est vraiment quelque chose, il faut prendre le temps, il faut prendre son mal à patience si tu veux bien le poser parce que tu peux vite partir de biais. C'est vraiment pas forcément si évident que ça. Et puis voilà, sur les modèles comme ça un peu rigides, c'est pas forcément évident de bien faire chasser les bulles d'air. Alors moi je le plaque d'abord au centre, comme il faut si possible, en essayant de bien virer les bulles d'air sur le côté, plus que je peux. Après je finis par refaire un petit tour en plaquant comme il faut les bordures, et après j'y mets un petit coup de chauffe pour bien que ça colle. Donc là je vais arriver à ma valve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu plus loin que la valve et je vais croiser au niveau du rayon d'après. Ça devrait être largement suffisant. Et c'est reparti pour un tour. Ça me fait vraiment pas kiffer ces fonds de jante rigides. Ils sont vraiment pas souples. C'est vraiment pas facile de ne pas avoir de bulles d'air avec ce type de fond de jante. Alors pour les pneus, j'ai pris du Rosa Porcupine. C'est vraiment du super bon pneu. Ils sont un peu chers mais ils ont un super grip. J'aime bien leur profil parce que c'est des pneus qui sont quand même assez arrondis par rapport à d'autres marques comme Maxxis qui ont des pneus un peu carrés sur les flancs. Du coup tu gardes une bonne maniabilité du vélo, surtout avec des jantes en 32 large, ça le serre un peu comme ça, et ça fait vraiment un beau profil qui te rend ton vélo bien maniable. Alors que sur du 35 de large, tu vois, ça aurait tendance un peu à un peu plus écarter le pneu et à avoir un bord un peu plus agressif. Ouais, on va voir s'ils se montent bien, parce que là ils ont vraiment des carcasses. Donc ceux-là ils sont en 120 TPI, hein, donc c'est des pneus super renforcés, donc logique. Hein. Comme on essaye de faire un vélo fait pour envoyer du lourd en descente, eh ben, on va mettre des pneus qui sont quand même assez résistants, bien costauds et qui vont permettre de rouler un peu à basse pression, genre mettre un 6 ou un 7 à l'arrière. Comme ça compense un peu le fait qu'il n'y ait pas de suspension. Bon, tu checkes bien ton sens de rotation. Hein. Il est toujours marqué, donc là c'est vers l'avant comme ça. Hein. Parce que si tu es sur un pneu qui est hyper dur à monter, et ben, s'il faut le démonter après parce que tu l'as monté à l'envers, tu vas être bien dégoûté. Yao. Si tu veux le chien. Tu veux monter le pneu? Tu veux monter le pneu? Allez, dégage. Allez, Oust. allez, sors. T'arrives un peu vers la fin, là, tu mets du produit pour que ça coulisse un peu, ça graisse un peu le truc. C'est un peu comme du savon. Hein. Tu peux mettre du pec citron si tu veux. Kit de vaisselle. Plutôt qu'acheter des trucs comme ça, mais bon, ça va pas trop mal. Et après, tu vas en pression sur les flancs. T'essayes pas de tordre le pneu à l'ancienne. Tu vas vraiment, comme ça, en appuyant sur ton flanc de pneu. Et normalement, ça rentre tout seul. Même les pneus qui sont un peu merdiques à mettre.
quand même biller un peu. C'est vrai que les pneus à carcasse souple, c'est quand même un peu plus simple à mettre. Voilà. Alors que si tu essayes de le faire à l'ancienne, en essayant de rentrer ton pneu comme ça vers l'intérieur, eh ben, tu vas vraiment galérer. Il faut vraiment, sur les pneus un peu difficiles à monter, il faut vraiment le mettre à plat et t'appuies sur les flancs, comme ça. Et ça se monte assez bien en général. Voilà, impeccable. Alors pour les préventifs, moi j'aime bien celui-là, le Joss. C'est un liquide, tu mets ton liquide dans le pneu, ça fait vraiment après de la pâte et ça vient vraiment bien boucher les trous. Tu as des liquides je sais pas, ils restent fluides et en fait ils servent pas à grand chose. Donc celui-là il marche vraiment bien quoi. Il colmate vraiment super bien les fuites. Impeccable, bien étanche. Bon, si tu vois sortir un peu de préventif, du liquide préventif de par les rayons, hein, bah c'est que tu as foiré ta pose du fond de jante. Donc là, tu es bon pour tout redémonter et reposer un fond de jante. Heureusement, là, c'est pas le cas. Bon, il n'y a plus qu'à faire la même chose sur la roue avant. Un petit coup de préventif. Et on sera calé au niveau des roues. Après, on montera les freins. Alors, pour les freins, à l'avant, ce sera des Hope E4. Donc, c'est les Tech 4 E4. Avec les Durit Aviation. Ah, ça a vraiment de la gueule. Ils sont magnifiques ces freins. Mais c'est vraiment des freins maintenant qui sont devenus ultra puissants. C'est vraiment un truc de dingue. Je pense même que c'est quasiment les freins les plus puissants du marché. Super. Et pour l'arrière, c'est un X2. Pour l'arrière, c'est un simple piston, enfin un double piston du coup. Ils peuvent arriver. Soit c'est moi qui ai merdé dans la commande, soit ils se sont plantés à l'usine. Mais j'ai reçu mon frein avant avec une durite de frein arrière, donc elle est méga longue. On va déposer les plaquettes pour pouvoir placer correctement l'étrier, bien l'aligner avec le disque, parce que ça c'est vraiment important. Bon, je passe les détails, hein, parce que j'avais déjà fait une petite vidéo pour l'installation des freins. Bon, j'ai appelé Hope. Donc apparemment maintenant, c'est la nouvelle politique, tous les freins Hope sont livrés avec des gaines de 2 mètres de long. Donc même les gaines aviation, et ben, quand tu reçois tes freins, tu es obligé de virer l'huile et de recouper tes gaines. Alors qu'avant c'était pile poil aux bonnes longueurs. Donc ça fait un petit peu de taf en plus. Donc là du coup j'ai monté le kit de purge. J'ai pas mis de liquide, j'ai pas mis de dot dedans. C'est juste pour faire un appel d'air et je vais vider par l'arrière, par l'étrier, le dot qu'il y a dans le système pour pouvoir recouper ma gaine. J'espère que ça se coupe facilement ces gaines aviation là. J'ai jamais coupé encore de Durit Aviation. On va voir comment ça se passe. Pas des masses de liquide dans le système. Suspense. Est-ce que ça se coupe bien une Durit Aviation? J'en ai jamais coupé encore. Pourvu que ça se passe bien. Impeccable. Je penserais que ce serait plus compliqué que ça avec le tressage métallique.
ça se fait quand même pas si mal. Bien penser à mettre la vis de serrage avant de poser les obus. Sinon, ça va être compliqué. Hop. Alors, comme souvent quand tu as coupé une gaine, faut remettre le liner comme il faut dedans parce qu'il s'écrase un peu en le coupant. On n'a même pas besoin d'utiliser la petite presse pour insérer l'obus là, ça se fait vraiment tout seul. Bon, bah ça se fait bien. J'avais une petite appréhension au niveau de la durite aviation, mais ça se coupe aussi facilement qu'une durite normale quand tu as le bon coupe-ken. Bon, bah il n'y a plus qu'à faire une petite purge. Là, je te passe les détails. J'avais déjà fait une petite vidéo pour montrer comment on purge les freins Hope. Bon, on va faire la même chose avec le frein avant. Vider l'huile, couper les durites. Donc là, devant, c'est un E4, 4 pistons. L'avantage de ces freins, c'est qu'ils sont tellement puissants que je vais mettre un disque à l'avant de 180 et non un 200. Et du coup, pas besoin de patte de déport, tu peux le visser directement sur la fourche. Ça fait un petit gain de poids. Donc sur les fourches, en général, les portées sont quand même assez bien usinées. Après, c'est à vérifier, sinon il faudra pareil les mettre un petit coup, mais normalement, c'est moins embêté que sur un cadre nu. Alors quand tu as fini ta purge, si tu n'avais pas, comment dire, ton bloc piston, et s'il n'est pas pile poil à la bonne taille, tes pistons peuvent sortir un peu. Donc c'est important, avant d'enlever le capot de purge en haut et de tout fermer, de rentrer tes pistons. Parce que si tu fermes en haut et que tu mets donc le système sous pression, et ben tu pourras plus les rentrer et ça va foutre la merde avec les plaquettes neuves. Bon, autant pour la durite arrière, bon, je comprends qu'il y ait du rab parce que bon, tu sais jamais la longueur du cadre et comment il va passer à l'intérieur du cadre. Mais bon, quand même, pour la durite avant, c'est quand même dommage qu'à chaque fois que quelqu'un va acheter des freins, ben, tu gâches quasiment 1 mètre de... Ouais, quasiment 1 mètre de gaine aviation, quoi. Mais bon, ils doivent s'y retrouver en usine, je pense. Ne pas avoir à recouper. Mais bon, c'est un peu du gâchis. Un essai. On va voir ce qui se passe si tu essayes de couper une durite aviation à la pince coupante. Est-ce que c'est faisable ou pas? Oh bah merde, finalement ça se fait assez bien. La coupe est assez propre. Oh, bah j'aurais pas cru que ce soit aussi facile. Zut, flûte, caca, bouddha. Bon, la petite erreur de ma part, j'avais pas prévu ça. Mais en fait, la Rockshot Zeb, et ben son déport d'origine est pour un disque en 200. Donc là, mon disque en 180 est bien trop petit. Donc, il va falloir monter un 200 et zut. J'ai pédale automatique si tu veux que ça se passe bien en descente. Donc j'ai pris des hoops. Ça sent vraiment de la gueule. Toujours du beau produit, tout taillé dans la masse, tout usiné dans la masse. C'est les Gravity. Donc c'est les pédales d'enduro. Alors après on a deux possibilités de montage, soit on y met des petites cales d'accroche là, soit on y met des cales de grippe. Donc moi je vais mettre les cales de grippe, ça protège un peu les pédales des deux côtés, et quand tu prends de la pierre, elles s'abîmeront un peu moins vite. Bon, alors les foutre les ergots là sur les pédales, c'est pas le truc le plus passionnant du monde. Mais bon, on est obligé d'y passer. Le montage, eux ils te conseillent de mettre donc les cales là en plastique que d'un côté, qu'avec des vis plates, et de l'autre côté de mettre les dents qui dépassent sans mettre les cales comme ça. Mais bon, vu que tu en as pour faire les deux côtés, ben moi je vais les mettre des deux côtés et je mets aussi les cales, enfin les vis qui dépassent pour avoir un peu de grip. J'ai regardé, ça passe hein, sur les pédales, donc c'est pas gênant. Et au moins ça permettra d'avoir une pédale protégée des deux côtés suivant comment tu roules.
Parce que bon, avec les caillasses, là, genre tu la laisses comme ça, tu mets juste l'ergot dans les trous là. Si tu prends de la caillasse, enfin de toute façon tu vas en prendre, ta pédale tu vas la ruiner en 2-2 quoi. Bon ben voilà, fini une première pédale. Ça rend vraiment bien. On va faire la deuxième. Alors pour l'installation, c'est comme tout, il y a un côté droit, il y a un côté gauche et c'est marqué dessus. Donc là c'est la droite, là c'est la gauche. Ne pas oublier de mettre les petites cales pour le pédalier. En termes de prix, les Hope Tech 4X2 c'est dans les 245 balles. Le Tech 4 c'est dans les 270. La roue avant c'est dans les 210 balles avec les moyeux Pro 5. La roue arrière c'est dans les 330-340 balles. Les pédales auto Gravity c'est dans les 190 balles. Un collier de selle comme ça c'est dans les 30 balles je crois. Les disques Hope c'est dans les 70 balles. On va poser la chaîne SRAM. Alors pour la longueur de chaîne, alors chez SRAM, que tu sois en 11 ou 12 vitesses en monoplateau, c'est la même technique. Donc tu te mets sur ton plateau devant, le grand pignon derrière, tu tends ta chaîne en regardant que ce soit bien pris sur toutes les dents. Là, tu tends le max, tu regardes où c'est que tu arrives. Tac, donc là j'arrive sur ce maillon là. Tu en comptes 4. 1, 2, 3, 4. Et tu enlèves. Donc 4, c'est pour le hardtail, donc sans suspension. Si jamais tu as un tout suspendu, là tu comptes que 2 maillons. Mais par contre, il faut que ta suspension soit comprimée pour le faire. Il ne faut pas le faire avec la suspension détendue. L'attache rapide, elle va se mettre sur un noir, un intérieur. Donc là, quand je vais dévisser, il faut que j'ai un intérieur. Donc quand tu tombes 4, si jamais tu es sur un extérieur qui va rester, et ben tu décales d'un encore en avant et tu prends pour qu'il reste l'intérieur. Alors la petite flèche qui est marquée là dans le sens de rotation. Donc sur les transmissions 12 vitesses, l'attache rapide, c'est un power lock. Donc en gros, il est utilisable qu'une fois. Si jamais tu l'enlèves, normalement, eh ben, il faut que tu le changes à chaque fois. Sur les 11 vitesses, il est réutilisable, mais pas sur les 12. Alors, le réglage du jeu de direction, tu le fais au sol. Le but, c'est d'enlever ce petit mouvement là qu'on a dans la direction. Donc ça se fait avec l'étoile. Tu n'as pas besoin de serrer comme un porc. En général, tu mets 2,5 ou 3 newtons, ça suffit pour faire disparaître le jeu de direction. Parce qu'on entend le mouvement, c'est la fourche. Alors si tu veux pas être embêté par le petit mouvement de la fourche, tu mets le vélo en travers, comme ça, enfin le guidon en travers, et tu recontrôles ton jeu de direction. Tu mets la main en haut et en bas, tu regardes qu'il n'y ait pas de jeu. J'ai contrôlé à 3 newtons. À 3 newtons, tu n'as plus aucun jeu. Et ta direction reste bien fluide. Parce que si tu serres trop, tu vas écraser les roulements. Et là, tu commences à voir, tu le sens que ça devient dur dans la direction. Donc là, il faut desserrer un peu, parce que sinon tes roulements ne vont pas faire long feu. En général, c'est entre 4,5 et 6. Si tu es sur du carbone, tu mets plutôt 4 avec de la pâte carbone, que ce soit sur le guidon là ou sur la potence, pour éviter que ça bouge avec le faible couple. Sur la lube, tu mets 5 ou 6. 5 c'est bien. Donc pour la selle, le but ça va être de la mettre à plat pour un réglage optimal et de mettre, il faudra la mettre à plat et que la petite pente
là quand elle se termine, et ben que la fin de cette petite pente soit à peu près dans l'axe du tube de sel. Ça fait un bon réglage de départ. Donc là avec le niveau, je suis à peu près à plat. En termes d'avancement, j'ai la fin de la courbe là qui est à peu près dans l'axe de sel. Peut-être que je la recule un tout petit peu. Là on est pas mal. Alors le tube de sel là, faut y aller au moins à 10-12 newtons. Sinon après si tu serres à moins, même à 7-8, au bout d'un moment tu vas entendre un craquement dans ta tige de sel et en fait c'est tes boulons là qui sont pas serrés suffisamment. Là, sur le collier tu mets 8 newtons, sur le cadre alu normalement ta tige de sel ne devrait plus bouger. Sur un carbone tu mets moins, puis tu mets de la pâte carbone. Sur la potence c'est pareil, tu mets 5 newtons. C'est un peu en croix. Là, sur la notice, j'avais pas de consigne particulière pour l'espacement. Ici, donc j'ai à peu près équilibré en haut en bas. Mais après, il faut se méfier parce que parfois, suivant les potences, faut mettre un peu plus d'écart en haut qu'en bas dans le serrage. Donc bon, c'est quand même quelque chose à vérifier. Faut pas le faire comme ça au pif. Mais là, j'avais pas de consigne particulière, donc j'ai centré quoi. J'ai le même écart à peu près en haut et en bas. Le vélo est terminé. Il faudra juste que je recommande un disque parce que là, je m'attendais pas à ce que sur la ZEB on puisse mettre au minima un disque en 200. Ça, j'aurais dû me renseigner, c'est moi qui suis con. Mais bon, c'était un peu surprenant quand même. Je pensais qu'un 180 d'origine ça passait. Sinon, c'est un beau vélo. Mettre un petit riselant là, une attache pour tenir les gaines, et puis ce sera terminé. Bon, franchement, c'est pas si mal que ça avec le blanc.